dans cette deuxième partie d'exercices consacrés aux ondes mécaniques progressives. C'est la série 1 de physique. Cet exercice nécessite à peu près entre 15 et 20 minutes de temps. C'est le temps nécessaire pour la réflexion et la rédaction de l'exercice. Je vous rappelle que pour mieux exploiter cette séance, essayez d'abord de faire l'exercice tout seul, après vous comparer avec le résultat qu'on va donner. 3 stations A, B et C enregistrent des relevés sismographiques. Chaque relevé, établi à partir de 11h26, fait apparaître 3 régimes. Une phase de préséisme, exempte de vibration, c'est-à-dire il n'y a pas de vibration dans le premier régime. Puis une deuxième partie correspondant à l'arrivée des ondes les plus rapides. Et enfin une dernière partie relative à la superposition des ondes les plus rapides et d'autres ondes. Voir le tableau ci-dessous. Sur ce tableau, il y a les stations A, B, C, il y a l'heure d'apparition des ondes les plus rapides, puis l'apparition des autres ondes. Chaque station a donc l'heure d'arrivée des ondes rapides et des ondes lentes. Première question, déterminer la distance séparant l'épicentre du séisme, c'est-à-dire la source du séisme, de chacune des 3 stations. Deuxième question, déterminer l'heure à laquelle s'est produit le séisme. Et comme donnée, on a la célérité des ondes P, Vp 5 km par seconde, et la célérité des ondes S, Vs égale 3,5 km par seconde. Donc, les ondes qui arrivent les premières, ce sont les ondes P, puisqu'ils ont une vitesse plus grande que les autres. Et les autres ondes sont les ondes S. Maintenant, on va raisonner sur une station pour déterminer la distance, et ça va de soi pour les deux autres. Alors, pour résoudre cet exercice, on va d'abord essayer d'expliquer la méthode à utiliser. Si je prends ici le point E, c'est l'épicentre du séisme, c'est-à-dire la source du séisme. C'est la source des ondes sismiques. Et à une distance dA, il y a la station A. J'appelle cette distance dA. Donc cette distance n'est autre que la distance séparant la source du séisme ainsi que la station A. Alors à partir de l'épicentre, il y a 2 ondes qui partent, ou bien 2 groupes d'ondes qui partent au même instant que j'appellerai T0. Il y a d'abord les ondes P, que je schématise de cette façon-là, et les ondes S. Ces 2 groupes d'ondes vont partir dans toutes les directions. Celles qui m'intéressent, ce sont celles qui arrivent à la station A. Donc je vais m'intéresser aux ondes qui arrivent à la station A. Donc les ondes P sont plus rapides que les ondes S. Elles vont arriver à l'instant TP. Cet instant, c'est 11h26 49 secondes. Par contre, les ondes S vont arriver plus tard. C'est l'instant TS. Ici, c'est 11h27 20 secondes. Donc, les ondes P vont se propager à la vitesse Vp et les ondes S vont se propager à la vitesse Vs. Alors, pour déterminer la distance entre E et A, on va exploiter le retard des ondes l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire, je vais poser que delta de T, elle est égale à Ts moins Tp. C'est-à-dire l'heure d'arrivée des ondes S en A et l'heure d'arrivée des ondes P en A. Et en fin de compte, je vais remplacer le temps de parcours de S et le temps de parcours de P par leur expression. C'est-à-dire égal à la distance dA sur Vs moins dA sur la vitesse Vp. Donc j'obtiens que le delta de T, elle est égale à la distance dA, facteur de 1 sur Vs moins 1 sur Vp. En fin de compte, la distance dA égale delta de T sur 1 sur Vs moins 1 sur Vp. Pour l'application numérique,
Le delta de t, c'est la différence du temps TS moins TP. Ça va me donner 11h27 minutes 20 secondes moins 11h26 minutes 49 secondes. Ça donne 31 secondes. Donc, application numérique, la distance dA égale, je laisse la vitesse en kilomètres par seconde et j'obtiens 3,6 10 puissance 2 km. N'oublie pas d'appliquer les règles du chiffre significatif ainsi que d'écrire la distance en notation scientifique. Donc on va refaire la même chose pour B et pour C. Donc je refais la même chose, je dois remplacer seulement le delta de T pour B et pour C. Alors on obtient donc pour la station A, c'est ce qu'on a. Pour la station B, le delta de T, c'est 51,4 secondes. En remplaçant dans la formule précédente, delta de T par 51,4 secondes, on trouve la distance à laquelle se trouve la station B, c'est 6,010 puissance 2. De même pour C, le delta de T, 48,6 secondes. Donc on remplace dans la formule précédente le delta de T par 48,6 et on trouve, en respectant les chiffres significatifs et en donnant la notation scientifique, 5,7 10 puissance 2 km. Donc ça, c'est la réponse à la première question. La réponse à la deuxième question, on veut déterminer à quelle heure s'est produit le séisme. Alors, je vais prendre l'une des stations, par exemple la station A, et je vais raisonner sur cette station. Je reviens au schéma que j'ai tracé au départ. On sait maintenant que la vitesse des ondes, par exemple P, c'est la distance dA sur TP moins T0. L'heure d'arrivée des ondes en A moins l'heure de départ des ondes de E. Donc, je peux déterminer à partir de cette relation-là la valeur de T0. Donc, je mets ici deuxièmement VP égale, je peux encore raisonner avec VS si je veux. Alors, j'ai choisi VP. Le VP est égal à la distance dA déjà calculée sur la différence ou bien la durée du parcours. La durée du parcours, c'est l'heure d'arrivée moins l'heure de départ. Donc, j'en déduis de cette relation que TP moins T0 est égal à dA sur VP. Donc, T0 égale TP moins dA sur VP. Faisons l'application numérique. Donc, T0 égale 11h26 minutes 49 secondes moins la distance D à trouver, c'était 3,6 10 puissance 2 sur la vitesse en kilomètres aussi, 5. Donc T0 égale 11h26 minutes 49 secondes moins 72 secondes. Donc, si je fais le calcul ici, je trouve, alors pour faire ce calcul, je vais mettre le 72 secondes sous forme de 1 minute et 12 secondes. Donc, ça fera donc 11 heures, 26 minutes, 49 secondes, moins 0 heure, 1 minute et 12 secondes. Donc, la date du séisme est 11h25 minutes et 49 moins 21, ça fera donc 37 secondes. Passons à l'exercice numéro 6. Cet exercice nécessite au maximum une dizaine de minutes entre réflexion et résolution. L'écho est la réflexion des bruits qui s'observent facilement en montagne, au voisinage d'une paroi rocheuse. Le randonneur mesure la durée séparant l'émission d'un bruit
de la réception de son écho. Il trouve delta t égale à 3,5 secondes. Question unique. Calcule la distance du randonneur à la proie rocheuse, sachant que la célérité du son dans l'air vaut 330 mètres par seconde. Le schéma suivant résume la situation de cet exercice. Le randonneur émet un bruit, et ce bruit parcourt la distance d jusqu'à la paroi rocheuse, et l'écho repart dans le sens inverse pour parcourir la même distance afin d'arriver au randonneur. Donc on peut écrire que la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air, dans cette situation, V égale la distance parcourue par l'onde sonore, c'est 2D. C'est le piège qui est ici. C'est pas D, mais c'est 2D. C'est l'aller et le retour. C'est-à-dire, il y a l'aller vers la paroi et le retour vers le randonneur. Donc, l'onde a parcouru la distance D pendant l'aller et la même distance pendant le retour. Donc, la distance parcourue, c'est de D pendant delta de T. J'en déduis que D est égal V fois delta de T sur 2. Comme application numérique, V c'est 330 fois delta de T 3,5 sur 2. On trouve 5,8 10 puissance 2 mètres. C'est 580 mètres en écriture normale. Passons à l'exercice numéro 7. Cet exercice nécessite à peu près 15 minutes. On met dans l'air et sur la même ligne un émetteur d'ultrasons et deux récepteurs R1 et R2 qui sont distants de 204 mm. On relie les deux récepteurs respectivement aux voies 1 et 2 d'un oscilloscope bicourbe. Le graphe ci-contre représente ce qu'on observe sur l'écran de l'oscilloscope. Première question, proposez un schéma simple de cette expérience. Deuxième question, déterminez le retard temporel entre les deux récepteurs. Troisième question, en déduire la célérité des ondes ultrasonores dans l'air. Les ultrasons sont des ondes sonores qui ne sont pas audibles pour l'être humain. Donc on a un émetteur d'ultrasons et deux récepteurs qui vont recevoir ces ultrasons. Les deux récepteurs sont reliés à un oscilloscope bicourbe, c'est-à-dire un oscilloscope qui peut visualiser sur son écran deux courbes. La première question, c'est de proposer un schéma simple de cette expérience. Donc sur le schéma, on doit mettre l'émetteur et les deux récepteurs et visualiser les liaisons entre ces récepteurs et l'oscilloscope. Donc en résumé, le schéma est comme suit. On a sur la même ligne un émetteur, un récepteur R1 et un récepteur R2. Les deux récepteurs sont distants de la distance D. Le récepteur R1 est relié à l'oscilloscope par la voie 1. Le R2 est relié à l'oscilloscope par la voie 2. Ce symbole qu'on voit ici, c'est le symbole de la masse. Chaque fois qu'un dipôle est relié à un oscilloscope, il est relié par deux fils, un fil vers la voie et un autre vers la masse. Deuxième question, déterminer le retard temporel entre les deux récepteurs. Pour ça, il faut voir l'écran de l'oscilloscope. Donc ça, c'est la voie 1, c'est-à-dire ce qu'on reçoit sur le R1, et ça, c'est ce qu'on reçoit sur le R2. Donc ces ondes ultrasonores, ici, sont en avance par rapport à la voie 2. Donc la voie 1 est en avance par rapport à la voie 2, ou bien la voie 2 est en retard par rapport à la voie 1. Et pour déterminer le retard temporel, je vais prendre un point quelconque de ces ondes, par exemple
je prends ce point-là et je prends son équivalent sur le signal reçu par la voie 2, pratiquement ici. Donc, l'axe horizontal de l'oscilloscope, c'est un temps. Donc, le retard temporel entre les deux ondes arrivant de R1 à R2, c'est 6 divisions. Donc, je peux dire que le retard delta de t, il est égal à 6 divisions, c'est-à-dire 6 carreaux ici. Chaque division représente 0,1 milliseconde, c'est-à-dire égal à 6 fois 0,1, c'est 0,6 millisecondes. Donc, si je veux écrire le temps en secondes, ça fera 6,0 10 puissance moins 4 secondes. Troisième question. On déduire la célérité des ondes ultrasonores dans l'air. Donc, ça revient à appliquer la relation de la célérité, V égale la distance parcourue par l'onde ultrasonore sur le temps de parcours, delta de t. La distance parcourue, c'est 204 mm, c'est 204 10 puissance moins 3 sur 6,0 10 puissance moins 4. Ça donne 3,4 10 puissance 2 mètres par seconde. J'aurais pu laisser le delta t en millisecondes et la distance en millimètres. Ça revient au même. Passons à l'exercice 8. Cet exercice demande à peu près, entre réflexion et rédaction, une demi-heure au maximum. On filme la propagation d'une onde le long d'une corde. Par traitement informatique, on a obtenu le graphique ci-dessous, donnant les variations de la position Y en fonction du temps d'un point M de la corde, situé à 40 cm de la source S. Donc ce schéma représente les variations de l'élongation d'un point M au cours du temps, et ce point, il est distant de la source de 40 cm. Ça veut dire ici, on représente Y de T. Donc à savoir, ce n'est pas l'aspect de la corde, mais ce sont les variations de l'élongation en fonction du temps d'un seul point. Ça veut dire ici, le temps il varie, mais la position de M est une constante. Et cette position, c'est 40 cm. Première question. Sachant que la perturbation a été émise de la source à un instant t égale à 0, déterminez la date d'arrivée de l'onde en M, c'est-à-dire déterminer la date à laquelle l'onde arrive au point M. Maintenant, en analysant ce schéma-là, je peux déterminer à partir du graphique la date d'arrivée de l'onde au point M. Cette date, c'est la date à laquelle M va bouger. Donc, c'est cet instant-là. Donc, cet instant correspond à l'instant d'arrivée de l'onde au point M. Donc, première question, j'appelle cet instant Tm, et d'après le graphe, 0,125 secondes. Deuxième question, calcule la célérité de l'onde sur la corde. Connaissons maintenant la date d'arrivée de l'onde et connaissant la distance entre M et la source S, on peut déterminer la vitesse de propagation de l'onde sur la corde. Donc, deuxièmement, la célérité égale la distance parcourue de S jusqu'à M sur delta de T, c'est Tm moins T0. D'après l'énoncé, l'onde a été mise de S à l'instant T égale à 0. Ça veut dire que T0 est nul. Donc il reste Sm sur Tm. Comme application numérique, c'est 40 cm divisé par 0,125. Il faut rendre les centimètres en 10 moins 2 mètres sur 0,125. Tout calcul fait, on trouve V égale. C'est 3,2 mètres par seconde. La troisième question,
quelle est la durée du mouvement de M, c'est-à-dire le temps au bout duquel M est en mouvement. C'est-à-dire à partir de cet instant, le M va bouger et son élongation augmente, puis il descend et il s'arrête de se mouvoir à cet instant-là. Donc, si je fais le calcul de cet intervalle de temps, ça me donnera 0,325 moins 0,125. Troisièmement, la durée du mouvement de M est, donc cet instant c'est 0,325 et celui-là c'est 0,125. Ça fera donc 0,325 moins 0,125. Ça fera donc 0,2 secondes. Appelons cette durée delta de t. Quatrième question. Quelle longueur de corde la perturbation occupe-t-elle à un instant donné? C'est-à-dire, tout court, quelle est la longueur de la perturbation? Connaissant la vitesse de propagation et connaissant la durée du mouvement, on peut déterminer la longueur de la perturbation sur la corde. Quatrièmement, V égale la longueur de la perturbation sur la durée du mouvement. Ce qui implique que la longueur, c'est V fois delta de t. Comme application numérique, L égale V c'était 3,2, le delta de t c'était 0,2, ça me donne 6,4 moins 1 mètres. En écriture normale, c'est 0,64 mètres. La cinquième question, soit un point N de la corde situé à 48 cm de la source. À quelle date l'onde arrivera-t-elle en N? Cinquième question, partie 1, soit V égale la distance SN sur Tn moins T0. Le T0 d'après le nom c'est égal à 0, c'est l'instant de départ de l'onde de S. On trouve Tn égale Sn sur V. Application numérique, c'est 48 cm que je vais rendre en mètres, 10 moins 2, sur la célérité 3,2. Ça donne 0,15 secondes. Donc, ceci veut dire que l'onde va arriver en N à l'instant 0,15 secondes. Dernière partie, représenter les variations de la position Y du point N en fonction du temps. Donc, on veut représenter un graphe identique à celui-là, mais pour le point N. Donc, comme vous pouvez le déduire, ça sera un graphe identique, mais il ne commence pas à 0,125, mais il commence à 0,15 secondes, comme le montre le schéma suivant. Donc, le schéma représente Y du point N en fonction du temps. Donc, le Y ici, c'est le Y de N en fonction du temps. Il n'a pas commencé à 0,125, mais à l'instant 0,15. Donc, c'est identiquement le même schéma, mais décalé vers la droite pour qu'il commence à 0,15. C'était la dernière question, cinquièmement, de cet exercice. Et c'est la fin de cette séance d'exercice. Et à la prochaine fois dans la série numéro 2 de la leçon suivante.